Intelligence artificielle, métaverse, quantique, data, Web3, NFT, blockchain, Bitcoin, et j'en passe. Ce ne sont plus des évolutions, mais des révolutions technologiques que vit notre époque et qui vont déterminer dans les prochaines années notre civilisation, sur Terre, dans la mer et dans l'espace, dans notre quotidien, notre exercice du travail, notre foyer, nos déplacements, nos loisirs, notre consommation, pour notre santé, notre identité, nos relations humaines, nos organisations politiques ou nos libertés. Tout de nos existences individuelles et de celles de la planète s'en trouvera impacté. À quelles conditions ces découvertes ou innovations scientifiques seront-elles progrès avec un P majuscule ou dévastation? Où allons-nous? Et le fil conducteur de cette journée, c'est le titre aussi de l'essai qui vous a été remis, et il s'applique particulièrement bien à ce débat. Il y a quelques jours est paru Homo numericus, la civilisation qui vient. Ce passionnant essai de votre confrère Nicolas, Daniel Cohen, que prédit-il? Un avenir sombre, à certains égards effrayant, dominé par l'antagonisation et le délitement des relations humaines, par l'hystérisation et la déshumanisation de la société, sous le joug d'un capitalisme numérique ivre de rentabilité et pour ce faire, obsédé par la réduction des coûts et des interactions humaines, par l'augmentation de notre disponibilité à produire et à consommer. Cette prophétie, nos invités la partagent-ils? Quel est leur propre diagnostic et quelle parade, surtout, proposent-ils? Nous allons donc en discuter avec l'économiste Nicolas Bouzou, fondateur du cabinet conseil Antares et pédagogue reconnu, et avec le physicien et philosophe des sciences Étienne Klein, professeur à Centrale Supélec et animateur-producteur de l'excellente émission de vulgarisation scientifique Sciences en question, chaque samedi sur France Culture. D'abord, en préambule, Étienne et Nicolas, j'aimerais que vous nous définissiez en une phrase, donc l'exercice est compliqué, quelques-uns des items justement qui vont nous accompagner pendant tout le débat. Je vous laisse vous les répartir. Intelligence artificielle, métaverse, quantique, data, Web3, NFT, blockchain, Bitcoin. Allez. Alors, je ne sais pas si je vais le faire dans l'ordre. Le métaverse, hein, j'entends. Donc, oui. Le métaverse, c'est assez simple. C'est la fusion d'Internet et de la réalité augmentée. On pourra prendre des exemples, hein, si vous voulez, tout à l'heure. Moi, par exemple, il y a quelques jours, je participais à un jeu dans le métaverse. C'était absolument atroce. Alors, il y a des applications super. Hein. J'étais sur un champ de bataille napoléonien. Et puis, je me suis fait tuer par des Anglais. Alors, ce qui était très bizarre, c'est qu'on voyait dans mes lunettes de réalité virtuelle le sang qui giclait, et donc j'avais mal évidemment, alors que c'était complètement virtuel, et j'ai vraiment cru que j'étais mort. Donc ça marche en tout cas, hein. L'expérience est de ce point de vue-là concluante. Ça c'est le métaverse. NFT. Comment? NFT. Alors NFT, alors en français, alors vous allez me dire la traduction française, je ne vais pas vous éclairer, ça veut dire jeton non fongible. Alors en fait c'est très simple, hein. Ce sont des objets numériques uniques. Non fongible, ça veut dire unique. Donc c'est un objet numérique unique. Donc par exemple une œuvre d'art numérique. Et c'est des choses du coup qui se vendent et qui se vendent assez cher. Après on peut trouver ça idiot, stupide, on pourra en reparler. Hein, on en parlera. Voilà. Blockchain, c'est une espèce de livre de comptabilité qui est numérique, complètement décentralisé, géré par un très grand nombre de gens, réputé inviolable. En fait, c'est grâce à ça qu'on peut faire, par exemple, les monnaies numériques du type le Bitcoin. Alors Bitcoin, c'est la monnaie numérique la plus connue, mais en fait, il y en a plein. Mais les monnaies numériques sont rendues possibles grâce à une technologie comme celle de la blockchain. Et il y avait l'intelligence artificielle. Ouais. Alors là, je parle avec l'humilité, ce qui n'est pas un sentiment naturel chez moi, mais sous le regard d'un maître en la matière. Alors, je vais reprendre les caractéristiques d'une intelligence artificielle. Ce sera peut-être plus éclairant que de définir l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes qui fonctionnent grâce à un très grand nombre de données, ce qu'on appelle le big data. Et pour qu'une intelligence artificielle fonctionne, il faut trois choses. Il faut d'une part beaucoup de données, d'autre part de très grandes capacités de calcul, et troisièmement, un problème précis à résoudre. Et en fait, pourquoi j'aime bien cette définition? Parce que je trouve qu'elle dit ce qu'est l'intelligence artificielle, mais elle dit ce qu'elle n'est pas, et elle dit ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous, on n'a pas beaucoup de mémoire, on va pas mettre du big data dans la tête, on n'a pas de très grande capacité de calcul. Alors,
Là encore, il y a une asymétrie entre nous. Hein, bon, mais moi, je n'ai pas une très grande capacité de calcul. Et surtout, c'est ça la grande différence, nous, humains, on est capable de faire tout un tas de choses. En fait, si vous regardez tout ce que vous avez fait depuis ce matin, vous avez fait un nombre de choses complètement dingues. Vous avez conduit, marché, lu, travaillé, fait la cuisine, etc. Alors qu'un algorithme, aujourd'hui, on reparlera peut-être de ce qui peut se passer dans 10 ou 15 ans, mais aujourd'hui, il ne sait que résoudre un problème très concret et très précis. Étienne, le quantique. Alors, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je veux juste rajouter un mot sur l'intelligence artificielle, parce que le mot intelligence, en l'occurrence, c'est le mot anglais. Alors que l'intelligence à la française se dirait en anglais par cleverness, par exemple. Autrement dit, c'est l'intelligence au sens où elle est capable d'analyser des données et gérer de l'information. Alors que l'intelligence au sens français du terme, c'est aussi la pensée critique, c'est aussi être capable de dire ce par quoi on est intelligent, de dire comment on a raisonné, ce que jusqu'à preuve du contraire, l'intelligence dite artificielle ne sait pas faire. Et moi je veux bien parler de quantique, notamment de l'ordinateur quantique, qui est un projet très ancien, pour lequel les avancées technologiques sont quand même depuis quelques années assez importantes. L'idée, c'est tout assez simple en fait, c'est de se souvenir que la physique quantique, elle est basée sur une règle élémentaire qui est l'addition. Autrement dit, on décide de décrire les états physiques des objets physiques, des particules par exemple, par des entités mathématiques qui ont comme propriété de pouvoir s'ajouter entre elles, comme les ondes. Une onde acoustique plus une onde acoustique, ça fait encore une onde acoustique. L'idée, c'est que si A et B sont deux états possibles d'un système physique, A plus B est aussi un état possible. Et toute la question de l'interprétation de la physique quantique revient à s'interroger sur ce que veut dire le plus dans A plus B. Un ordinateur classique, c'est un ordinateur qui manipule des 0 et des 1. Un ordinateur quantique pourrait manipuler des superpositions, des sommes du 0 et du 1, ce qui ferait que certains algorithmes adaptés feraient que les calculs seraient massivement parallèles, donc pour certains problèmes beaucoup plus rapides que ceux que peuvent faire les ordinateurs classiques. Nicolas... Je ne sais pas si j'étais clair, mais... Nicolas, alors, ce que disait Niels Bohr, grand père fondateur de la physique quantique, si vous m'avez compris, c'est que je n'ai pas été clair. Nicolas, quelle traduction, en quelques mots, alors c'est compliqué, mais pour qu'on se fasse un petit peu une idée, quelle traduction économique, industrielle, financière peut-on faire de cette révolution, justement Ouais, alors je vais le traduire aussi avec le langage des économistes. Alors ceux qui sont charitables au point de me suivre, je suis désolé parce que c'est une expression que j'ai souvent employée, mais la logique de toute cette technologie, comme de toute vague technologique, une vague d'innovation, parce que l'innovation arrive par vague, hein, l'innovation n'est pas un processus linéaire, donc les innovations arrivent par vague, ce qu'on appelle une révolution industrielle. Donc là, on peut considérer, alors après ce sont un peu des débats comment dire, de spécialistes et avec peu de conséquences opérationnelles, mais on peut considérer qu'on est dans la troisième révolution industrielle, hein, donc la première c'est celle du début du 19e siècle, à partir de la machine à vapeur, des chemins de fer, etc. Deuxième révolution industrielle, c'est ce qu'on a appelé en France la belle époque, hein, l'électricité, les appareils d'enregistrement, la voiture à moteur, etc. L'aéronautique un petit peu plus tard. Et donc aujourd'hui on est dans la troisième révolution industrielle. J'élargis un peu hein, et je simplifie par rapport à ce que vous avez, aux exemples que vous avez donnés, qui est celle de la convergence, parce que ce sont toujours des histoires de convergence de technologies, donc convergence du numérique, de l'intelligence artificielle, des robots et des biotechnologies. Et donc, pour répondre à votre question, ces vagues d'innovation génèrent ce qu'on appelle des vagues de destruction créatrice. C'est-à-dire qu'en fait, on voit beaucoup de nouveautés, beaucoup d'innovations, beaucoup de nouveaux produits, beaucoup de nouvelles entreprises, beaucoup de nouvelles façons de travailler, beaucoup de nouveaux comportements de consommation. Mais en fait, ce qu'a très bien montré Schumpeter et qui est une idée qui semble simple, mais qui en fait est d'une profondeur abyssale et dont on ne finit jamais de tirer les fils, c'est que ces actes de création étaient en même temps des actes de destruction. Parce que le nouveau remplace en grande partie l'ancien. Et donc, vous avez de nouveaux produits, de nouvelles façons de travailler, de nouveaux modes de consommation qui viennent se substituer à d'anciens produits, d'anciens modes de consommation, d'anciens types de services,
tout ce que vous voulez. Et évidemment, tout ceci crée une tension extrêmement forte dans la société. Et là où je pense que Schumpeter est absolument génial, c'est que je ne sais pas vous, mais cette tension, j'ai l'impression de la vivre et de la sentir physiquement. Alors parfois, de façon, on caricature un peu en disant c'est le combat des nouveaux contre les anciens, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que si je pense qu'on peut tous faire cette expérience individuelle, dans tout ce dont on vient de parler, il y a des choses qu'on trouve absolument fantastiques. Moi, il y a des choses que j'adore, bien évidemment. Et puis, il y a des choses, par exemple, comme la disparition de la lecture, que je trouve plus que problématiques et qui sont même pour moi une menace civilisationnelle. Et pourtant, je suis super technophile. Donc, c'est les deux à la fois. Donc, c'est ça la traduction économique et sociale. C'est la notion de destruction créatrice. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons creuser. Une traduction géopolitique, si je dis suprématie américaine confirmée, challengée par la Chine de plus en plus, une Europe qui est plutôt, non pas en queue de convoi, on va dire, mais qui est derrière, et puis finalement le reste du monde qui est encore plus asservi, encore plus dépendant à ces trois pôles. Oui, alors, je pense qu'il faut, dans notre analyse économique et géopolitique, faire la distinction entre l'utilisation des innovations et la production des innovations. L'Europe est un continent, la France est un pays qui utilise toutes les innovations dont on vient de parler. Dans toutes nos vies, il y a du numérique, il y a des robots dans les processus de production, il y a de plus en plus d'intelligence artificielle. Donc la France est un pays qui utilise toutes ces technologies. En revanche, ni la France, ni les pays voisins ne sont véritablement des producteurs de ces technologies. Les très grandes entreprises du numérique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, elles sont en effet américaines ou chinoises, pour l'essentiel. C'est pareil d'ailleurs dans le domaine de la transition énergétique. Plus grand producteur de voitures électriques au monde, c'est Tesla. Voilà, ce n'est pas une entreprise américaine ou européenne. Et donc, je pense qu'il faut qu'on ait ça en tête quand on réfléchit à la géopolitique, parce que dans les raisons de la puissance géopolitique, il y a la maîtrise des technologies. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, il y a d'autres choses. Il y a la culture, il y a la démographie, il y a beaucoup d'autres choses. Mais il y a la maîtrise des technologies. Et ce sont des conversations que j'ai souvent avec des diplomates. Ils me disent le poids de la France, malheureusement, la voix de la France s'est affaiblie ces dernières années. Et derrière cet affaiblissement, il y a quand même beaucoup le fait que ça n'est plus nous qui maîtrisons les grands standards technologiques. Et le petit défaut de l'Europe, et de la France, qui est un très grand charme aussi, c'est qu'on est des spécialistes de ces sujets en matière philosophique, en matière d'éthique. Alors, l'éthique de l'innovation, en France, vous avez des chaires absolument partout, donc c'est super. Mais on réfléchit sur des choses que finalement on ne produit pas beaucoup. Et l'éthique, c'est très bien, moi je suis passionné de philosophie, mais ça ne donne pas de puissance. Ce qui donne la puissance, c'est le fait de maîtriser soi-même les choses. Et il y a sans doute derrière ça, mais là aussi, Étienne Klein connaît ça bien mieux que moi. En plus, lui, il est à l'intérieur du système de l'innovation, enfin de la science et ensuite de l'innovation, contrairement à moi. Mais il y a sans doute quelque chose qui relève aussi d'une diminution de nos compétences collectives dans un certain nombre de ces champs d'innovation. Et pourtant, on ne cesse de parler d'intelligence collective. Et vous nous dites que vous constatez la diminution de nos compétences collectives. Non, mais alors là, l'intelligence collective, alors je suis désolé, mais pour moi, il n'y a pas d'intelligence collective s'il n'y a pas d'intelligence individuelle. Donc l'intelligence collective, c'est la coopération, c'est la coordination, c'est très important. Mais si vous voulez faire de la coordination, il faut coordonner quelque chose. Donc il faut prendre les problèmes dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se dire pourquoi est-ce qu'on a perdu des compétences dans le domaine de certains domaines de la physique ou dans le domaine des mathématiques. Tous les classements, Teams, PISA, etc. montrent que, là je parle de la France, pas de l'Europe, il y a une diminution du niveau en mathématiques. Et en plus on commence à le voir même à assez haut niveau, ce qui est assez nouveau. Bon. Donc ça, pour moi, c'est un problème majeur. C'est un problème économique et géopolitique. C'est pas simplement un problème social, un problème d'égalité des chances, etc. Je pense que ça va avoir des traces négatives, économiques et géopolitiques. Et donc, l'intelligence collective, c'est un super concept, c'est super sympa, mais je pense qu'en amont de l'intelligence collective, il y a le fait de se dire, il faudrait quand même qu'on réfléchisse à se remettre en situation d'être très bon et de former des gens qui, déjà, individuellement,
vont être très bons dans ces domaines. Parce que ça, vraiment, on est en train de le perdre de vue et on est un peu à la cool hein, sur ces sujets. Et c'est vraiment une question de destin, une question de civilisation. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement dire, vous pouvez être heureux en maîtrisant pas les technologies. Hein. Vous pouvez être heureux dans un petit pays qui va être ballotté au gré du vent des mouvements économiques et géopolitiques. Hein. Mais je le dis au premier degré, on peut être très heureux comme ça. Bon. Mais l'histoire de la France et le destin de la France, et là c'est une position personnelle, le destin de la France tel que je me l'imagine, c'est pas un pays qui se laisse balloter au gré des innovations, c'est un pays qui fait l'histoire. Et ça, on perd un peu. Étienne, vous souscrivez à l'état des lieux que dresse Nicolas, à la fois en termes de géopolitique, d'intelligence collective, d'éthique de l'innovation? Moi, je pense qu'on est en train de passer un test d'intelligence collective au sens où on verra bien si on sait gérer et utiliser ces nouveaux instruments d'une façon intelligente, ce qui n'est pas garanti. L'ingénieur sait assez souvent ce qu'il fait, disait Paul Valéry, mais il ne sait jamais ce qu'il fait. Autrement dit, l'avenir de ces technologies n'est pas simplement déterminé par les technologies elles-mêmes, mais aussi par l'usage collectif que nous en ferons. Et là, on a des signes qui sont plutôt encourageants et des signes qui sont plutôt inquiétants. Donc, il y a à voir comment les choses vont évoluer. Mais surtout, ça interroge le fait que la philosophie des Lumières est prise en défaut sur ce point-là. Si vous lisez l'encyclopédie, enfin, des morceaux de l'encyclopédie de d'Alembert et Diderot, les 24 tomes, écrits donc par des savants de l'époque à la fin du XVIIIe siècle, il y a 24 tomes, il y a des entrées pas alphabétiques, mais il y a aussi énormément de planches illustratives des techniques de l'époque. On dessine comment fonctionnent les imprimeries, les moulins à vent, on explique comment on fait du verre, etc. Et si on lit l'introduction, on voit que le pari de ces philosophes, c'était que la technique était vectrice de pédagogie scientifique. C'est-à-dire que plus il y aurait de machines utilisées par ce qu'ils appelaient le peuple, plus le peuple connaîtrait les principes scientifiques qui permettent ces technologies. Et donc, la technique enseignerait par sa présence et son usage la science. Et ça a pu marcher à une certaine époque, mais ça marche plus du tout. C'est-à-dire que plus un objet technique est complexe, plus la notice qu'on nous donne quand on l'achète est courte. L'exemple le plus extrême, c'est le téléphone portable qui est vendu sans notice. Ce qui pose la question des ingénieurs, puisque les ingénieurs sont déclassés par la technologie. Même dans les écoles d'ingénieurs, le nombre d'élèves capables de dire comment fonctionne un téléphone portable, on appuie sur l'écran, ça enregistre des messages qui sont transmis à l'autre bout du monde. Par quel vecteur, fibre optique, satellite, personne n'en sait rien. Autrement dit, le fait de ne rien savoir de la façon dont fonctionnent les objets techniques n'est nullement un handicap pour les utiliser. Et pour revenir aux classements internationaux dont parle Maître Bouzou, le classement Teams, par exemple, on est avant-dernier en France des pays de l'OCDE, on est dernier des pays européens. Le seul pays qui soit derrière nous, c'est le Chili, ce qui devrait provoquer un séisme politique. Or, les commentaires sont discrets, très peu nombreux, etc. Et vous savez, il y a un test qui est fait tous les ans pour les élèves qui rentrent en 6e. On leur demande, sur une règle graduée de 0 à 5, il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est une chaîne linéaire. On leur demande de placer la barre correspondant à 1,5. Et il n'y a que 22% des élèves qui peuvent le faire. Et ça ne les rend pas du tout moins habiles dans l'usage de leur téléphone portable. Et c'est ça qu'il faut interroger. On a besoin de gens qui savent calculer, qui connaissent les mathématiques, la physique, mais en fait, dans la vie courante, c'est pas du tout utile pour manier les objets technologiques. C'est comme si, finalement, la technologie, paradoxalement, nous détournait de l'obligation de connaître la science. Et comme vous le savez, je suis assez pessimiste sur l'avenir de la vulgarisation, qui semble marcher, mais en fait, elle ne marche qu'auprès de ceux auprès de qui elle marche. Et donc, oui, c'est-à-dire les gens qui viennent, qui lisent des livres, qui viennent aux conférences. Mais la crise du Covid a montré de façon assez dramatique qu'il y a une grande partie de la population qui s'abreuve à d'autres sources et qui n'a jamais été mise en contact avec un raisonnement scientifique. Et quand je dis ça, je donne l'impression d'opposer le grand public et les scientifiques. Or, c'est une opposition qu'on ne peut pas faire. Par exemple, un physicien peut vous expliquer le boson de Higgs, la nucléosynthèse primordiale
et différentes choses de cet ordre. Mais si vous lui demandez quel est le principe de fonctionnement d'un vaccin à ARN messager, le physicien sera embarrassé. Si vous demandez à un biologiste qui connaît le fonctionnement du vaccin ARN messager d'expliquer le boson de Higgs, il va être embarrassé. Donc en fait, même les scientifiques font partie du grand public. La seule différence qu'ils ont avec le grand public, c'est que sans doute, et encore faudrait-il le prouver, ils ont davantage confiance dans le discours des autres scientifiques d'autres disciplines que le grand public. Mais ça reste à prouver. Et donc je pense que ça pose la question dans ce monde numérique dont nous parlons, dans lequel circulent au sein des mêmes canaux de communication des connaissances scientifiques, ou pas scientifiques d'ailleurs, il y a des connaissances qui ne sont pas scientifiques, des croyances, des commentaires, des opinions, des bobards, toutes ces choses circulent ensemble et leurs statuts respectifs, qui sont très différents, se contaminent. On dira d'une connaissance qu'elle est la croyance d'une communauté particulière. On dira d'une croyance qu'elle est une connaissance injustement méprisée par les sachants, etc. Et ça crée une confusion dont je ne sais pas si notre intelligence collective permettra d'en sortir. J'aimerais aborder un point en particulier, Nicolas. Je reviens au livre de Daniel Cohen. Il dit l'amour, désormais c'est Tinder, le bureau en télétravail, un nouvel emploi, les algorithmes décident, le débat politique sur Twitter. On l'a évoqué ce matin avec Charles Pépin, qu'il s'agisse d'amour, de travail, de politique, d'amitié, de vie de famille, les nouvelles technologies nous dispensent de nous rencontrer. La révolution numérique dématérialise les rencontres humaines, les privant ainsi de leur chair, dit Daniel Cohen. Elle aggrave aussi le mal qu'elle prétend combattre, la solitude sociale. En 2020, Nicolas, vous avez publié L'amour augmenté, ou l'amour à l'épreuve justement de tous ces bouleversements, un livre passionnant. Notre disposition à aimer et à recevoir l'amour peut-elle résister à tous ces bouleversements qui permettent par exemple de consommer l'acte d'amour d'un simple clic ou de visionner des films pornographiques dès l'âge de 8 ans? Ah oui, je pense que l'acte d'amour va bien résister. Alors j'y mets tout de suite une nuance, c'est que quand on regarde les comportements amoureux, les comportements sexuels des jeunes, il y a une diminution des rencontres, il y a une diminution de la fréquence des actes sexuels, mais je pense que c'est lié au fait qu'on est dans une espèce de transition et qu'on ne sait pas encore véritablement utiliser les outils numériques, et donc il y a des effets de substitution. Alors par exemple, dans la diminution du nombre d'actes sexuels, en fait, l'un des arguments qui est mobilisé, et qui est d'ailleurs tout à fait documenté, c'est pas le fait qu'on serait plus souvent célibataire, on est un peu plus souvent célibataire, mais c'est surtout le fait que dans le lit, on regarde beaucoup de séries, on a l'iPad et on regarde Netflix, etc. Et donc là, il y a un effet de substitution entre le fait de regarder Netflix et le fait de faire l'amour. Donc là, en effet, il se passe bien quelque chose. Mais je partage pas le pessimisme global de Daniel Cohen, mais pour une raison qui est vraiment une raison de fond, c'est que je pense que, alors là, évidemment, je suis d'accord avec Étienne, c'est-à-dire que c'est notre intelligence qui est mise à l'épreuve, mais je pense qu'il ne tient qu'à nous de faire des technologies, des outils, et pas autre chose que des outils. Et si on en fait des outils, c'est quelque chose d'absolument formidable. Pour rester sur le terrain de l'amour, que je trouve aussi passionnant, je vais prendre l'exemple des applications de rencontres. Les applications de rencontres, moi je viens d'une génération, je suis pas très vieux, mais il n'y avait pas d'application de rencontres à l'époque où c'était des choses qui me concernent. Enfin, ça me passionne toujours et ça me concerne toujours. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est même resté mon principal sujet de préoccupation d'ailleurs. Mais bon, mais disons que c'est pas naturel pour ma génération. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que ces applications de rencontres, elles marchent bien. Hein, c'est-à-dire que elles mènent à des rencontres, elles mènent à des rencontres qui peuvent durer, elles mènent à des mariages. Il y a une diminution du nombre de mariages, c'est à peu près stabilisé. Mais donc c'est un outil qui, dans le cadre des relations sentimentales, est quelque chose qui est tout à fait efficace. Et même pour être tout à fait honnête, quand je vois la façon dont nous, alors je vais prendre un langage, on pratiquait l'appariement, je prends un langage sociologique pour intellectualiser un peu les choses, c'était quand même extrêmement difficile et extrêmement frustrant. Enfin, je veux dire, les boîtes de nuit, etc., c'est nul, quoi. Enfin, c'est pas... Non, ça a tous les défauts, c'est cher, on rencontre pas très peu de gens, pas les bonnes personnes, etc. Donc, de ce point de vue-là, Tinder est quand même beaucoup plus efficace. Et donc, je trouve que c'est plutôt bien, en fait. Donc, je pense qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de déshumanisation
qui serait intrinsèquement dans la technologie. Je pense qu'il peut même y avoir une réhumanisation en réalité. Et je me couvrirais derrière un philosophe qui n'est pas très connu en France, mais que je trouve grandiose, un philosophe espagnol qui s'appelle Fernando Savater, qui explique qu'en fait, la technologie est incroyablement humaine. Elle est tellement humaine d'ailleurs qu'il n'y a que les humains qui innovent dans les technologies, en réalité. Et il l'explique pour des raisons biologiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'aile, on n'a pas de roue, on n'a rien, donc évidemment on est bien obligé, pour survivre, on est obligé d'innover. Et comme en plus, à partir du moment où on a découvert le feu, l'énergie est passée du ventre au cerveau, alors pas exactement pour tout le monde, mais enfin bon, on va dire quand même que pour une grande partie des gens, ça s'est produit comme ça. On s'est retrouvé dans une situation où on avait ce besoin et cette capacité d'innover. Donc l'innovation est quelque chose d'extrêmement humain. Et ça n'est pas du tout pour anticiper sur la suite de notre conversation, je ne sais pas si ce sera ça, mais le non-usage des technologies, ce qui est une facette de ce qu'on pourrait appeler la décroissance, même si ça pourrait se définir, est quelque chose qui, à mon avis, est complètement inhumain. Vous voyez, je pense qu'on a besoin des technologies. La question, en revanche, qui est posée, et ça, c'est ce que disait Étienne en prenant un autre chemin, c'est pour faire quoi ? Voilà. À quoi on utilise ces technologies ? Justement, l'optimisme du technophile Nicolas Bouzou, vous y souscrivez, vous ou pas ? Oui, alors, cette réhumanisation. Je suis d'accord avec beaucoup de choses que Maître Bouzou a dit, mais je vais quand même apporter une nuance. C'est-à-dire que Nicolas a parlé d'outils. Je pense que c'est au-delà de l'outil, parce que dans l'idée d'outil, il y a l'idée d'une extériorité par rapport à nous. C'est la machine qui nous est extérieure et qu'on utilise pour telle ou telle tâche. Alors que là, on parle de choses qui nous colonisent intérieurement, qui modifient notre psyché, notamment nos capacités d'attention. Et ça, c'est quand même une révolution anthropologique. Hein. C'est-à-dire que si on prend simplement le téléphone portable, qui est mon exemple, c'est presque une incarnation de la caverne de Platon. Moi, je le vois avec les étudiants, avec mes enfants, avec tout le monde, en fait. C'est-à-dire que vous avez l'impression que là où vous êtes, dans l'ici et le maintenant, vous êtes dans une caverne, en fait. C'est pas là que les choses importantes se passent. Le vrai monde est ailleurs. Et les informations du vrai monde vous parviennent grâce au téléphone portable. Et constamment, vous avez peur de rater quelque chose du monde. Et ça relativise votre position là où vous êtes. Ça relativise l'importance de ce que vous vivez personnellement. Donc c'est autre chose qu'un outil, c'est quelque chose qui colonise, qui change le rapport au savoir, peut-être pour le meilleur. En tout cas, on ne peut pas dire que c'est simplement un outil qu'on peut utiliser librement. Comme on le sait, les algorithmes ont tout fait de repérer vos tropismes intellectuels, vos croyances, vos adhésions politiques, vos comportements de consommateurs, et vont constamment vous abreuver en articles, vidéos, qui confirment ce que vous pensez déjà, finalement. Et ça, c'est quand même un sujet d'inquiétude. Moi, je pense que le confinement l'a bien montré. Le numérique, l'IA notamment, rendent beaucoup de services. Ça nous a permis de télétravailler, de pratiquer le téléenseignement. Ça nous a permis de prendre des nouvelles de nos proches sans risquer de les contaminer et sans être contaminés par eux. Mais on a vu aussi de façon encore plus manifeste qu'avant une tendance qui est que chacun d'entre nous, en quelques clics, fabrique une sorte de chez-soi idéologique. C'est-à-dire bâtit une communauté rassemblant des gens qui pensent comme vous, qui croient comme vous, qui s'abreuvent aux mêmes sources que vous. Vous construisez ainsi une sorte de silo cognitif. Or, vous le savez bien, la pensée, toute pensée est critique, notamment critique d'elle-même. Autrement dit, on se met vraiment à penser lorsque ce qu'on croyait penser justement est critiqué, contesté par un argument qui fragilise votre pensée. Et là, on se met à réfléchir. Si votre pensée est constamment confirmée par des biais de confirmation, vous ne pensez plus. Et il y a un texte que vous connaissez tous de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, qu'il faut relire parce qu'il a quand même un génie, ce gars-là. Il dit, la plus grande menace pour la démocratie, ce n'est pas les salons mondains, parce que dans les salons mondains, on argumente, on se dispute, on se contredit, on converse. Non, ce sont, dit-il, c'est la formation de ce qu'il appelle des petites sociétés, qu'on pourrait appeler des clans, rassemblant des gens qui sont d'accord entre eux, qui pensent de la même façon, et dont les valeurs qu'ils défendent leur apparaissent
plus importantes que les valeurs du contrat social. Et ça conduit aussi à une balkanisation de la vérité. Chacun décide de ce qui est vrai. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit, de façon très nette, qui, si cela s'accentuait, grâce au numérique, conduirait à ce que la société se communautarise et qu'au lieu de discuter avec l'autre pour se confronter à des idées qu'on n'a pas spontanément, chacun s'enfermait dans son clan et par exemple... C'est une réalité. Comment la démocratie peut-elle survivre à ce phénomène-là, qu'on voit bien qui existe, cette communautarisation de la société, cette ghettoisation, cet enfermement de nous-mêmes au fond de ce que finalement, ce à quoi on nous ramène par les algorithmes. Comment construire une société ensemble si on continue sur cette voie? Je pense qu'il faut prendre acte d'un fait difficile à contester, c'est que notre cerveau n'aime pas être contredit. Il n'a jamais aimé ça. Même avant le numérique, les gens de droite ne lisaient pas Libération. Les gens de gauche ne lisaient pas Le Figaro. Pourquoi? Parce que quand vous lisez le journal, vous souhaitez que votre présentation de l'actualité soit homomorphe à votre propre lecture du monde. Je parle du monde, pas du journal, hein, du vrai monde. Et le numérique n'a fait qu'accentuer ce phénomène par le fait que nous sommes soumis à un déluge d'informations que nos ancêtres n'ont pas du tout connues. Pensez à ce que connaissait comme information un Lyonnais du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, un Parisien, en termes d'information, chaque jour. Très peu. Très peu. Et donc l'information était précieuse parce que rare. Aujourd'hui, on est submergé, on ne peut pas tout traiter, on ne peut pas vérifier les sources. Et donc nous avons tendance à déclarer vraies les informations dont nous aimerions qu'elles soient vraies. Et donc ça crée un biais qui est colossal et qui conduit à cette sectorisation des croyances et des opinions qui, et là je suis d'accord avec Tocqueville, est une menace pour, peut-être pas la démocratie, mais pour la République. Et pour le débat public. La République à la française, je ne parle pas des républiques communautaristes, mais la République à la française, c'est un milieu au sein duquel les connaissances doivent pouvoir circuler sans entrave, sans obstacle idéologique, politique, religieux ou autre. Et on voit que c'est menacé. On voit que c'est menacé, c'est-à-dire que la vulgarisation, par exemple, dont j'ai parlé, me semble être un échec par le fait que la culture scientifique ne parvient pas à percoler dans l'opinion, par le fait qu'elle est concurrencée par d'autres formes de messages vis-à-vis desquels elle ne peut pas lutter. Et ça crée une menace politique. Nicolas, les mots que décrit Étienne sont propres finalement à ce capitalisme numérique, hein, qui est cette troisième révolution finalement qu'on traverse. Comment? Il n'y a plus de son? Voilà. Pardon. Oui. Alors... Oui. Voilà. Oui, je disais que ces mots donc traduisent ce qu'est la réalité du capitalisme numérique aujourd'hui. Ce capitalisme numérique est-il soluble dans une gouvernance d'abord? Peut-il être régulé? Et que faire face à un autre phénomène qui lui est lié? C'est quelque part comme l'extrême privatisation des moyens de recherche technologique. On le voit bien aujourd'hui avec les GAFAM et autres. Tout ça échappe aux États. Quelles questions profondes ce contexte pose-t-il? Mais moi, je suis entièrement d'accord avec... Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Étienne. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je ne pense pas que la technologie nous ôte notre libre arbitre. Mais ça, c'est nous qui décidons. Pour le dire autrement, par rapport à tous les dangers que tu as pointés du doigt, je pense qu'il existe des antidotes. Alors c'est très difficile. Et aujourd'hui, force est de constater que ça ne marche pas. Que le débat public, il est dans une situation d'irrationalité, mais absolument dingue. Qu'on ne parle même plus le même langage. Et ce n'est pas simplement lié au capitalisme numérique, hein, c'est lié aussi à la structure démocratique de nos sociétés. Là aussi, d'ailleurs, on pourrait convoquer Tocqueville. C'est lié à la structure démocratique de nos sociétés qui nous amène toujours à vouloir mettre un avis A et un avis B face à face. C'est une astronaute qui me racontait l'autre jour qu'aux États-Unis, elle avait fait une émission de télévision et qu'on l'avait mis en face de quelqu'un qui considérait que la Terre était plate.
que c'était quasiment obligatoire aujourd'hui dans le débat public américain, qui de ce point de vue-là est malheureusement sans doute un peu en avance sur le nôtre. Donc je pense que le numérique accroît ça via les biais de confirmation, les bulles cognitives dont a parlé Étienne, mais je pense que c'est un vrai danger démocratique, hein. Donc moi je suis vraiment très inquiet, je sonne l'alerte là-dessus. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De mon point de vue et de la place qui est la mienne, j'ai pas le droit de baisser les bras et de dire qu'il n'y a pas d'antidote. Enfin, c'est pas, sinon je fais autre chose, quoi. Donc c'est pas possible. Alors je vous renvoie à un de nos meilleurs spécialistes du sujet, qui est notre ami Gérald Bronner, qui a rendu un rapport au président de la République en début d'année. Alors malheureusement, c'est un rapport, comme beaucoup de rapports en France, qui est tout à fait remarquable, mais qui a été un peu passé par pertes et profits, mais dans lequel il explique que il faut absolument remettre, notamment à l'école, l'épistémologie au goût du jour. Expliquer par exemple que la vérité, c'est quelque chose qui existe. Aujourd'hui, c'est la notion même de vérité qui est remise en cause. Non, il y a des choses, il y a un mur du réel. Voilà, il y a des choses qui sont vraies et il y a des choses qui sont fausses. Et en fait, si on n'est même pas capable de se mettre d'accord sur cette simple idée, selon laquelle il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses, là, il n'y a plus de démocratie possible puisqu'il n'y a plus de discussion possible. Il n'y a plus d'argumentation possible. Et franchement, c'est déjà quelque chose, je vous dis, qu'on voit dans le débat public, que je pratique de façon assidue. Une remarque que je m'entends très souvent opposer, moi j'ai une position qui est très inconfortable, hein, qui est celle du modéré, enfin... voilà, je veux dire, très attaché à la démocratie libérale, aux valeurs occidentales, enfin, c'est compliqué, hein, bon. Non, mais, bon. Et en fait, vraiment, un argument que je m'entends très souvent opposer, c'est, mais vos chiffres ne correspondent pas à ce que je ressens, ou à ce qu'on me dit, ou à mes émotions. Alors, je veux bien qu'on discute sur les chiffres, je suis tout à fait prêt à entrer là-dedans. Je suis tout à fait prêt à entrer dans une discussion sur l'interprétation des chiffres. Ah ben ça, oui, je ne prétends pas tout bien interpréter, bien évidemment. Mais je refuse de rentrer, en revanche, dans une discussion chiffre contre émotion, puisque ce n'est pas le même registre. Vous voyez ? Étienne, justement, quand l'émotion et les passions prennent le pas, il n'y a plus de débat possible. Alors je suis d'accord avec ça, en effet. Sur le libre arbitre, je nuancerais parce que je pense que le libre arbitre, je suis un peu spinoziste moi. Je pense qu'il y a toujours des causes cachées qui font qu'elles déterminent nos choix alors même qu'on croit être libre. Et je pense aussi que le numérique utilise beaucoup des biais cognitifs dont nous sommes inconscients et on croit être libre, mais en réalité nos choix sont pilotés par des mécanismes qui nous échappent, dont nous ne sommes pas conscients et qui pilotent nos comportements. Sur les platistes, il y a une récente enquête qui montre que 15% des jeunes gens, jeunes filles, tiens, ça serait intéressant de savoir s'il y a la parité dans le monde des platistes, entre 18 et 35 ans croient que la Terre est plate. Moi, c'est un chiffre qui me surprend. Comment est-ce qu'on mène l'enquête? Moi, je connais qu'un platiste. S'il y en avait 15%, je devrais en connaître plusieurs. Et parmi ceux qui savent que la Terre est ronde, qui sont encore assez nombreux, combien sont capables de dire comment on a su que la Terre est ronde? Enfin, je veux dire, c'est bien joli de se moquer des platistes, mais si on ne sait pas dire comment on a su dans l'histoire des idées que la Terre est ronde, on est démuni vis-à-vis d'un platiste. Sur les sites platistes, il y a 1000 arguments qui démontrent que la Terre est plate. Et il y a très peu de gens, peut-être même aucun, capables de démonter les 1000 arguments. Et 30% de mes étudiants pensent que c'est Galilée qui a démontré que la Terre est ronde, par exemple. Magellan est parti sur une terre plate. Et moi, je connais un platiste. Alors là, il connaît peut-être pas les 1000 arguments, mais il en connaît des dizaines et des dizaines. Donc, je discute avec lui. C'est assez pénible, à vrai dire. Mais je crois qu'il est en train de se retourner, si j'ose dire, parce qu'il m'a dit l'autre jour, vous savez, Monsieur Klein, des platistes, on en croise tout autour du globe. Et là, je me suis dit... Non. Je me suis dit que notre conversation, bien que pénible, n'était pas tout à fait inutile. Et sur le métaverse, en fait, on est déjà dans le métaverse d'un certain point de vue, au sens où, comme tu l'as remarqué, on peut dire des énormités fausses, comme si elles étaient vraies dans le métaverse. C'est-à-dire qu'on a le droit de dédoubler le réel par un réel fictif, dans lequel on peut dire n'importe quoi, y compris ce que Donald Trump appelait des faits alternatifs. Et moi, je suis surpris de voir que dans le débat public, le mensonge avéré n'est pas sanctionné.
n'est pas sanctionné. Et ça, il est même parfois cautionné au sens, en vertu d'une éthique conséquentialiste qui est celle de Maître Bouzou, à propos des sites de rencontres. On doit les accepter et en dire du bien par le fait qu'ils ont montré la preuve de leur efficacité. Donc on passe d'une éthique des vertus, l'amour comme condition de la rencontre, à une éthique conséquentialiste où en fait ce sont des algorithmes éduqués par le constat du type de relation qui marche, qui décident des partenaires qu'on vous propose. Moi j'habite à Denfert-Rochereau, à côté d'un café qui s'appelle Le Rendez-vous. Quand je vais boire un café, j'entends des gens là qui, visiblement, ils se sont rencontrés par ces trucs-là. Et c'est vraiment intéressant d'entendre, même si on essaie de s'en défendre, les conversations initiales. Voilà. Bon, je sais pas où je m'égare là. Mais il y a un truc. En 2006, il y a un philosophe anglais qui s'appelle Bernard Williams, qui a publié un livre qui s'appelle Véracité et vérité, qui a été traduit en français sous ce titre-là, qui dit exactement ce qui se passe. Il l'a vu dès 2006. Il dit dans les sociétés postmodernes, comme la nôtre, il y a deux courants de pensée qui existent en même temps, qui sont contradictoires l'un avec l'autre, qui devraient donc se faire la guerre, mais qui, dans les faits, se renforcent mutuellement. Le premier courant de pensée, dit-il, c'est le désir de véracité. Nous sommes éduqués, nous sommes formés, nous sommes informés et nous ne voulons pas être dupes des discours officiels tenus par les élites, par le pouvoir, par les institutions, etc. Et donc, nous ne voulons pas être trompés. Donc, quand un discours est tenu par les élites, nous voulons vérifier qu'il est tenu, non pas parce qu'il sert les intérêts de l'élite, mais parce qu'il est vrai. Et donc, ce désir de véracité, qui dans ses formes extrêmes aboutit aux théories du complot, mais dans les formes normales est plutôt à encourager, devrait servir l'idée de vérité. Votre désir de véracité devrait mettre en place une démarche permettant d'identifier la vérité. Et ce que montre Williams, c'est que c'est tout le contraire. C'est que le désir de véracité aboutit à un déni de vérité. Pourquoi ? Parce que, dit-il, il va enclencher un esprit critique généralisé qui va défaire l'idée qu'il y a des vérités assurées. Et donc cet esprit critique généralisé si on vous présente une vérité, vous demanderez à ce qu'elle n'est pas culturelle, contextuelle, éphémère, relative, factice, instrumentalisée. Et donc le désir de véracité va affaiblir l'idée même de vérité. Et il me semble que le numérique participe de ce mouvement par le fait que toutes les vérités coexistent. Toutes les vérités coexistent. Regardez ce qui s'est passé pendant le Covid à propos des vaccins, des tests. Toutes les thèses, y compris les plus contradictoires, ont été dites en même temps. Comment voulez-vous que le citoyen fasse la part des choses ? Il est obligé de faire un choix en décidant de qui va faire autorité pour lui, tel professeur plutôt que tel autre, notamment en France, où, comme vous le savez, en France, il y a une étude qui a été faite par Daniel Cohen. Je ne parle pas du livre, je parle du rapport qui a été publié en octobre 2021 par le Conseil économique et social, qui est un rapport d'étape sur les effets économiques de la crise sanitaire, sur les effets psychologiques chez les Français, les Européens, et sur la confiance dans la science. Et ce qu'on voit, c'est que dans tous les pays d'Europe, la confiance dans la science, qui était très élevée avant le Covid, y compris en France, 90%, est restée stable partout. Est restée stable partout. 90% avec des petites fluctuations, mais à la fin, on a retrouvé le niveau de confiance qui existait au début. Sauf dans un pays, qui est la France, où on a perdu 22 points de pourcentage en 18 mois. Et il faut essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui, en France, dans la façon de présenter la science et la recherche, a conduit à cette situation qui n'a pas existé ailleurs. Je vous livre une piste. J'ai un peu passé de temps en Allemagne, et c'est Angela Merkel qui faisait les conférences de presse, toute seule. Et elle faisait de la pédagogie. Elle expliquait aux Allemands, patiemment, en prenant son temps, donc, ce qu'est une exponentielle.
Alors, de pédagogie. On n'a jamais expliqué en France ce qu'est une exponentielle, même si c'est un mot devenu commun. Elle expliquait la différence entre corrélation, coïncidence et causalité. Elle expliquait ce que veut dire 95% quand on dit d'un vaccin ou d'un test qu'il est efficace à 95%, chose qu'on n'a jamais expliquée en France. Et puis, elle disait, de temps en temps, les scientifiques nous disent que... Un collectif, les scientifiques, pas le professeur machin, pas le professeur bidule, les scientifiques. On avait un voilà ce conseil qu'ils nous disent, en France. ce qu'ils savent, et voilà les questions qu'ils se posent. Et donc elle faisait la différence entre la science et la recherche. La science, c'est des choses que vous ne pouvez pas contester sans argument scientifique. C'est des questions classées. C'est les bonnes réponses à des questions bien posées. Vous pouvez évidemment les contester, à condition d'avoir pour ce faire des arguments scientifiques. La Terre est ronde, l'atome existe, l'univers observable est en expansion, les espèces vivantes évoluent, c'est bon, c'est classé. Maintenant, ce corpus de connaissances, il est par construction incomplet et il pose des questions dont nous savons que nous n'en avons pas les réponses. Les scientifiques ne le savent pas et les non-scientifiques non plus. Alors, et c'est pour ça qu'on fait de la recherche. Alors Étienne, il nous reste un quart d'heure malheureusement, et j'aimerais qu'on plonge ensemble dans le métaverse. Nicolas, c'est un monde qui vous fait rêver ou qui vous effraie? Excusez-moi d'enfoncer une porte ouverte très rapidement, mais les deux à la fois. Là encore, je reviens à la question des usages. Quand je vois tout ce dont on vient de parler, tous les problèmes que posent les réseaux sociaux, moi je suis très critique vis-à-vis des réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux ont apporté une valeur négative aux sociétés depuis que ça existe. Donc je pense que c'est vraiment un énorme problème. Quand je vois les problèmes de harcèlement, de menaces, etc., je me dis que sur le métaverse, on va avoir ça à la puissance 2 ou 3. Donc je pense que c'est un énorme problème. Et moi, le libéral, je vous dis qu'il faut réglementer a priori, c'est-à-dire avant que se développent les usages, c'est moi qui vous dis ça, avant que se développent les usages du métaverse. Mais en même temps, je travaille beaucoup, par exemple, dans l'économie de la santé, et donc je vois des applications, par exemple en chirurgie. Je travaille beaucoup sur la chirurgie. Vous avez parlé de mon cabinet, on fait plein d'études sur les robots chirurgicaux, la chirurgie micro-invasive, tout ce que ça apporte, etc. Là, il est clair que le métaverse est un outil absolument extraordinaire qui permettra, sur des avatars numériques, de réaliser des opérations des dizaines de fois avant d'opérer la personne en question ou de faire des greffes, etc. Donc ça, c'est vraiment un outil qui va améliorer, je prends cet exemple, on pourrait en prendre beaucoup d'autres, mais qui va améliorer la sécurité chirurgicale, pas pour des appendicites, mais pour des opérations extrêmement complexes. Ça va améliorer ça de façon absolument extraordinaire. Donc de toute façon, les technologies, une fois qu'elles existent, on a beaucoup de mal à les arrêter. Et donc la vraie question, c'est qu'on doit se poser la question, non pas de l'interdiction, je reste un libéral, c'est-à-dire que l'interdiction, à mon sens, n'est ni possible ni souhaitable, mais même si elle est possible, elle n'est pas souhaitable, parce que c'est une insulte, en quelque sorte, à l'avenir. En revanche, il faut des régulations, bien évidemment, pour pas refaire les erreurs que l'on a aujourd'hui. Je prends l'exemple des réseaux sociaux, parce qu'il me semble vraiment le plus emblématique. Quand vous voyez... Moi, je suis très frappé, par exemple, par le manque de modération sur une plateforme comme Twitter. Enfin, je trouve que c'est absolument dingue l'inefficacité de cette boîte et ce qu'on laisse faire. Enfin, je ne comprends pas. Il y a tout un tas de secteurs sur lesquels on tape à juste titre du poing sur la table. Enfin, l'aéronautique, etc. Il n'y a jamais... Et là, sur un secteur, alors là, je suis d'accord avec toi, pour le coup, dont l'utilisation modifie nos câblages neuronaux, là, il ne se passe quasiment rien. On laisse faire. Donc là, je pense que sur le métaverse, justement, comme cette technologie, on la voit venir, il faut qu'on ait une réflexion dès maintenant. Ça nous dit quoi de notre rapport au réel? Cette fascination que certains ont pour le métaverse, c'est une manière aussi, quelque part, de fuir nos responsabilités vis-à-vis du réel? Non, mais ça c'est complètement normal. On aime tous la fiction. Enfin, moi, je pense que la fiction, la littérature, le cinéma, c'est absolument... Enfin, c'est un besoin humain, si vous voulez. Donc ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Le métaverse, j'ai un ami historien que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Raphaël Dohan, qui est en train de faire une entreprise de réalité augmentée dans le domaine historique, ce qui permettra de se promener, par exemple, avec des lunettes de réalité augmentée. On pourra se promener à Lyon au 19e siècle.
mais je trouve ça génialissime, c'est formidable, c'est passionnant. Je n'y vois que du positif. Oui, donc, et d'ailleurs, c'est vrai que la tonalité de notre discours est un peu négatif depuis le début, parce qu'en ce moment, c'est quand même pas facile. Hein, depuis 3 ans, bon, il faut quand même avoir le moral, donc c'est normal que ça infléchisse un peu notre discours. Mais moi, dans les technologie de la 3e révolution industrielle, il y a énormément de choses que je trouve complètement dingues et absolument formidables dans le domaine de la santé, dans le domaine de la culture, même Netflix. Netflix, je trouve ça génial. Moi, je regardais Santa Barbara quand j'étais... Non, mais quand je vois la qualité de ce que regardent mes enfants et la qualité de ce que je regardais moi, enfin, je veux dire, on a progressé de façon extraordinaire. Ouais, mais Nicolas, quand Netflix détourne réellement les spectateurs du cinéma, vous trouvez que c'est un progrès? Non, mais Dimanche Martin détournait des gens du cinéma aussi. Donc, alors, moi, je suis tout à fait prêt à aller sur ce terrain-là et je vais choquer beaucoup de gens. Hein, mais enfin, bon, j'ai un peu l'habitude des polémiques. Franchement, je pense que les productions de films sur Netflix, si elles font concurrence au cinéma, c'est parce que leur qualité est souvent supérieure à la qualité de ce que produit le cinéma. Enfin, je suis désolé d'être aussi brutal. Je me force à aller au cinéma tous les dimanches soirs. Et quand je vous dis je me force, c'est vrai que je le dis presque au premier degré. Je le fais pour le bien commun, parce que j'aime le cinéma, parce que j'ai envie d'encourager ça, parce que j'ai envie de sortir, parce que je vais boire un coup avant. Voilà. Mais vous voyez, je pense que c'est pour ça quand même que je ne veux pas non plus qu'on mette tous nos mots sur le dos des technologies. Ça, je pense que c'est pas par rapport au livre de Daniel Cohen que je dis ça. Hein, il est pas là, ce serait très mal élevé de ma part et c'est un esprit extrêmement fin et c'est pas ça du tout. Mais je trouve que c'est quand même une facilité de l'esprit de tout mettre sur, et une habitude historique d'ailleurs, au passage, de tout mettre sur le dos des technologies. Et là encore, on en revient à la question du libre arbitre. Si vous voulez aller au cinéma, ah mais je vous dis quelque chose, allez au cinéma. Hein. Non, je veux dire, ça n'est pas interdit. Étienne, je tombais il y a quelques jours sur une grande campagne de publicité de Meta, le groupe de Zuckerberg, et qui indiquait ceci. Dans le métaverse, les étudiants pourront apprendre en immersion. Comment l'enseignant que vous êtes s'adapte-t-il déjà à cette réalité ou va-t-il s'adapter demain à cette réalité? Bon, la crainte que j'ai à propos du métaverse, même si je reconnais que ça permet des choses extraordinaires, moi je regarde pas Netflix, hein, parce que j'ai qu'une vie. Donc je peux pas constamment regarder, j'ai pas le temps de... Enfin, je pense qu'il y a quand même dans le fait, j'ai des collègues, hein, des amis qui regardent une série par semaine. Ils arrivent avec des poches sous les yeux. Il y a quand même une captation... Est-ce que j'ai des poches sous les yeux? Non, mais il y a une captation quand même de notre attention qui est problématique. Voilà. Et je pense que l'enjeu des années qui viennent, c'est la question de l'attention. À quoi allons-nous porter attention, sachant que les séries, les publicitaires, les politiques et beaucoup d'autres tentent de la saisir? Est-ce que le libre arbitre fonctionne? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes libres, consciemment, sans être pilotés par les mécanismes inconscients dont je parlais tout à l'heure, de choisir ce à quoi nous portons notre attention? Je ne suis pas sûr. Vous décidez de regarder une vidéo, et aussitôt, on vous en propose une qui va dans le sens de ce que vous souhaitez, tel qu'il a été analysé par les algorithmes. Est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on est libre? La tentation étant si forte, est-ce qu'on est vraiment libre de porter notre attention là où on veut vraiment la porter? Ensuite, la question de la violence. Sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de violence. Moi, je suis quelqu'un de très gentil et je me suis fait agresser sur Twitter, par exemple, d'une façon incroyable. Et je pense que la parade à la violence, c'est la rencontre physique. C'est-à-dire que jamais personne dans la vraie vie ne m'a parlé comme on me parle sur Twitter. Et d'ailleurs, quand je me fais insulter dans un tweet, je mets like. Et je vois le gars, il se rend compte qu'au bout, il y a quelqu'un, quoi. Et soit il supprime son tweet, soit il s'excuse, mais non, finalement, je vous aime bien, etc. Donc ça veut dire que les réseaux sociaux sont une sorte de déversoir pour nos frustrations, et que la rencontre physique fait voir à celui qui agresse qu'en face, il y a un être humain, comme tous les autres, qui ne mérite pas tant de haine. Et donc, le risque du métaverse, c'est qu'on vive dans un monde complètement artificiel dans lequel il n'y a pas de borne. Il n'y a plus de rencontre physique. Et le vrai réel, si j'ose dire, se trouve déclassé, dégradé, et plus personne ne s'en occupera. Plus personne ne s'en occupera. Et ça fera des relations humaines
qui seront complètement désynchronisés. C'est déjà le cas aujourd'hui. Dans une famille, eh bien, chacun porte son attention là où il veut, s'il veut, et les gens ont beaucoup de mal à être ensemble, à être vraiment ensemble. Chacun a son rapport au temps qui est personnalisé, de sorte que les vraies rencontres deviennent rares. Et même les relations humaines et amoureuses se font dans le métaverse, par des échanges de messages sans qu'il y ait de rencontres physiques. Étienne, vous êtes un alpiniste chevronné, vous pratiquez l'alpinisme. Quel rapport? Vous allez voir, depuis longtemps, et vous le faites par passion. Mais aujourd'hui, lorsque vous partez gravir une grande voie, il y a un petit peu aussi du désir de vous échapper de ce monde dont on parle depuis une heure. Alors c'est une très bonne question, parce que moi j'ai connu la période où l'alpinisme se pratiquait sans qu'on ait de téléphone portable. Et on pouvait partir très loin, dans des pays lointains, sans avoir de nouvelles. Et ça crée une sorte de liberté incroyable, parce qu'on sait que pendant quelques semaines, on ne sera pas dérangé. On n'aura pas de mauvaises nouvelles, par exemple. Et ça crée d'ailleurs un grand stress au retour. Alors qu'aujourd'hui, on est constamment connecté, on peut connaître la météo, et donc on est dans des conditions qui sont incommensurables à celles que pouvaient connaître les pionniers de l'alpinisme. Par exemple, hier, on a appris qu'il y a une avalanche terrible qui a enseveli une partie du camp de base du Manaslu au Népal. Et moi, j'ai un copain qui est là-bas. Eh bien, j'étais inquiet, évidemment, mais j'ai fini par pouvoir le contacter et avoir des nouvelles rassurantes. Chose qui était impensable il y a 15 ans ou 20 ans. Donc ça a beaucoup changé. Et s'isoler, en tout cas quand on est dans des courses très engagées, très difficiles, on est coupé du monde, ça c'est sûr. Mais c'est quand même très différent du passé. Et c'est à la fois une fuite, comme vous le dites, et en même temps une rencontre. C'est toujours la même histoire. Hein. Pour conclure, s'il nous reste malheureusement 2 minutes. Il faut fuir pour se rencontrer. On va prendre un petit peu de hauteur. Étienne, votre prochain ouvrage, vous consacrez un chapitre à Michel Serres. Oui. Et vous étudiez la disparition ou la résurrection des grands récits et le sens du mot univers, qui a dit, vous le dites, qui a changé. Je dis qu'on prend de la hauteur parce qu'on va parler d'espace. L'espace est devenu le nouveau terrain de jeu de quelques milliardaires, jeu de pouvoir, de conquête, d'hubris, de mercantilisation aussi. Bezos, Musk, Branson colonisent, privatisent, marchandisent et polluent l'un des derniers biens communs de l'humanité. C'est donc à eux que revient le soin d'écrire un nouveau grand récit et de déterminer le sens du mot univers. Un mot pour conclure là-dessus, c'est un sujet qui vous inquiète particulièrement, l'un et l'autre. Ce nouveau terrain justement de conquête. Il y a des choses fascinantes qui se font. Regardez les images du JWST, c'est quand même une nouvelle fenêtre. Regardez la collision de la semaine dernière entre une sonde et un astéroïde, grâce à l'intelligence artificielle, puisque la sonde, à partir du moment où elle était à moins de 10 km de l'astéroïde, a reçu des images à très haute cadence, analysées par des algorithmes qui ont déterminé le pilotage de la sonde, de sorte que l'impact a pu avoir lieu. Et on ne sait pas encore, mais sans doute que l'orbite de cet astéroïde autour d'un astéroïde plus gros va être modifiée de quelques dizaines de minutes. L'orbite avant était de 11 heures, et là, il pense qu'elle va être un peu plus faible. Donc l'astéroïde va se rapprocher du corps autour duquel il tourne. Et c'est peut-être une façon plus tard de pouvoir prévenir des chutes d'astéroïdes dont on sait qu'ils sont très nombreux à nous tourner autour. Et on ne peut pas exclure que l'un d'entre eux finisse par percuter la surface de la Terre. Moi, je suis très enthousiaste pour l'exploration, moins pour la colonisation. Je ne pense pas qu'on puisse considérer que plus il y a d'exoplanètes, plus il y a de plan B pour la Terre. Je pense que nous sommes humains. Pardon, là c'est l'inverse. Nous sommes terriens avant d'être humains. Et si nous quittons la Terre, ce qui est peut-être possible, nous cesserons d'être humains. Nous deviendrons autre chose, parce que nous avons été fabriqués, y compris psychologiquement, par la Terre telle qu'elle est, avec la gravité qui est la sienne, et ailleurs nous deviendrions autre chose. Et d'ailleurs, les gens qui nous disent que les exoplanètes seraient facilement habitables, oublient que sur Terre, il y a beaucoup d'endroits inhabitables. Alors, personne n'a passé plus d'une journée au sommet de l'Everest. Et quelqu'un qui passerait 3 jours reviendrait sans doute dans un état qui le rendrait non reconnaissable psychiquement. Nicolas,
Pour conclure, vous êtes davantage un terrien qu'un... Non, mais moi, le sujet de l'espace... Il y a les deux sujets que je trouve les plus passionnants, c'est la question de la longévité et la question de l'exploration spatiale. En fait, c'est très lié, hein, d'ailleurs, d'une certaine façon. Hein. C'est les deux grandes limites de l'humain, c'est-à-dire aller loin, se déplacer, et la question du temps. Je suis pas sûr d'être d'accord avec Étienne sur ce débat, mais on en a déjà parlé. Est-ce qu'on est plutôt humain, est-ce qu'on est plutôt terrien ? Bon, on verra comment ça se passera quand on ira, 6 mois dans quand on ira sur Mars. Non, mais moi non, mais bon, il y a des gens qui vont à Concordia. Enfin, il y a quand même des gens qui vivent des situations extrêmes. Mais sur l'exploration spatiale, en fait, je pense de toute façon qu'on n'a pas le choix. Je pense que ça fait partie de la nature humaine de vouloir toujours aller voir plus loin. Voilà, je pense que c'est impossible qu'on ne sorte pas de la Terre. Alors pas forcément pour aller loin. Hein. On peut faire des stations spatiales un peu plus éloignées, on peut aller sur la Lune, etc. Donc, mais je pense qu'on a ce besoin d'explorer, ce besoin d'aller toujours plus loin. Et donc, quand on disposera des moyens technologiques pour le faire, on les a pas aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai regardé de très près les projets d'Elon Musk pour aller sur Mars. On n'y est vraiment pas du tout. Hein. Donc, ça pose des problèmes de dingue, notamment le fait que c'est très difficile de revenir. Non, mais ce qui est quand même un sujet. Donc, parce que je dis qu'il y a un débat entre Étienne Klein et moi, mais non, à tout le moins, même dans mon optique, ce serait une acclimatation extrêmement progressive. C'est déjà très difficile d'y aller. Oui, c'est encore plus difficile de revenir. Le rayonnement cosmique, ça dure au moins 6 mois, donc éruption solaire garantie. Pendant l'éruption solaire, il faut se confiner à l'intérieur de la capsule. On est avec 6 personnes, 5 personnes, 7 personnes. À l'arrivée, personne pour nous accueillir. Non. On doit se coltiner 1 an et demi avec les mêmes et revenir quand la conjonction est favorable, ce qui prendra 6 mois. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on rêve? Comment on se soigne? Comment on se nourrit? Non, mais je te promets que j'ai pas beaucoup de naïveté sur la difficulté et sur l'ampleur du défi. Hein. Je te l'accorde. Bon, en tout cas, je trouve ça absolument passionnant et surtout, je pense, je ne sais pas jusqu'où on ira, mais je pense que si cette notion d'exploration spatiale est aujourd'hui si elle est très discutée, si on fait beaucoup de progrès, parce qu'il y a vraiment des progrès technologiques, hein, pour le coup, dans le domaine du transport spatial. Voilà, je pense que c'est pas un hasard. Je pense que c'est pas. On peut caricaturer. Je dis pas du tout que c'est ce que tu as fait, hein, mais on peut caricaturer en disant c'est une lubie de milliardaire. Non, je pense que c'est une lubie de milliardaire parce qu'ils ont l'argent. Je pense que c'est pour ça. Mais vous voyez bien que les voyages de Thomas Pesquet, par exemple, mais ça a fasciné tout le monde. Ça a intéressé tout le monde. Tous les garçons étaient jaloux, toutes les filles étaient amoureuses de lui. Voilà. Il était à 400 km. Oui, non, mais d'accord, mais enfin... Bon, c'est tout. Et alors? C'est tout. On en restera sur cette question de kilomètres. Lui, il est jaloux, vous voyez? Ça, c'est une remarque de jaloux. Merci à vous, Étienne, Nicolas, pour ce débat. Merci.